أنا جبتها. ما انتبهت من هي اشتقى مال حسكي ما انتبهت من كشوفة تنتقل. مثلا شاتر فتن شاعر هذا بس هي cette lettre ouverte à l'intention de la jeunesse mondiale, plus particulièrement à la jeunesse estudiantine. Je vais essayer d'être très bref. C'est le résumé de cette lettre que je vais enregistrer maintenant dans cette première partie. Si اسمك قيلو أنصلي ونسلم في دشاك الملائكة. J'ai dit au nom de Dieu, miséricordieux, nous saluons l'ensemble des prophètes messagers. Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre, oui, le 11 septembre de 1962, qui correspond au 22 septembre 2012. Qui correspond au mois de Jumad, de Qa'da, au mois de Qa'da, 1433, de l'ère de l'Hijra. J'ai commencé par la langue amazigh, car il est du devoir de chaque citoyen de commencer la parole toujours avec sa langue nationale, là où il se trouve, là où il prend la parole devant le public surtout, lorsqu'il s'adresse au public. Oui, il prononce la première phrase ou la deuxième phrase, puis il entame avec la langue, soit en arabe, soit en français ou en anglais. Mais pour un citoyen qui se respecte, digne de son nom, de n'importe quelle citoyenneté, de n'importe quelle nation, il doit toujours commencer par sa propre langue nationale. Je dis langue nationale et non langue maternelle, comme certains veulent l'expliquer ou l'inculquer. Oui, on doit dire langue nationale et non langue maternelle. Pour ne pas prêter à confusion, parce que si par exemple un Algérien de mère française, donc pour lui la langue maternelle c'est le français. Alors qu'on parle de la langue nationale et non de la langue maternelle. Donc
lorsque j'ai dit que commencer d'abord par sa propre langue nationale, c'est un moyen de se faire reconnaître en tant que tel, ça veut dire en tant qu'Algérien, en tant qu'Africain, en tant qu'Australien ou en tant qu'Américain, en tant qu'Asiatique et tout ça. Cette lettre, j'ai dit, c'est pour éviter de rentrer dans les détails, bien que cette lettre, à l'origine, c'était une longue lettre, mais à partir du moment où je m'adresse à l'intention de la jeunesse, surtout estudiantine, donc je pense que les grands chapitres et les grands repères suffisent pour tout un chacun pour comprendre l'importance de cette lettre, le but de cette lettre et le contenu de cette lettre. Évidemment, il était inutile d'énumérer des séries de crises et de marasmes qu'a vécu les peuples de la planète. Oui. Les maux, les fléaux, les organisations clandestines, les mafias, des réseaux, et en plus des guerres, des conflits, des complots, des coups d'État, des arrestations, des assassinats, des déportations. Oui. Des détournements, de l'injustice, des dépassements, des répressions, oui, subis par les systèmes, l'ensemble des systèmes, des gouvernements, tous les systèmes confondus. C'est-à-dire l'insécurité totale des peuples, l'insécurité totale des familles et l'insécurité totale des individus. Oui. L'instabilité de tous les secteurs, on sait que des guerres qui se sont succédées, si nous prenons les 8 guerres de religion en Europe, plus des dizaines de guerres qui ne se finissent jamais, les 8 guerres de religion, c'était la Kawazat, et des guerres appelées des guerres saintes, entre guillemets, au nom de l'islam, oui, et de l'islam, entre guillemets aussi. Ces guerres ne finissent jamais. Tout ça, toute cette situation qu'a vécu
que les populations du monde ont vécu depuis au moins 2 ou 3 siècles, ça ne fait que s'empirer, de pire en pire. Il y a eu des crimes au nom des idéologies, des crimes au nom des religions, des crimes au nom des sectes, des crimes au nom des partis. Lorsqu'on voit que les changements, soit par coup d'État militaire ou par coup d'État politique, c'est-à-dire par voie d'élection de la démocratie entre guillemets, parce que c'est aussi un coup d'État, parce que c'est une force, soit une force militaire, soit avec des forces d'effectifs, avec une majorité, appelée majorité. C'est un coup d'État aussi. Le changement du capitalisme au socialisme, de la droite à la gauche, tantôt il était des gouvernements qui n'est pas encore pour un mandat ou deux de la gauche, puis pour un mandat ou deux de la droite, ça ne finit jamais. Et ça n'a jamais apporté quelque chose de mieux pour le peuple. Déjà là où on parle de la démocratie. Alors, dans certaines régions comme en Afrique, des coups d'État qui se succèdent. Donc, il n'y a ni stabilité, ni sécurité, oui, ni justice sociale, ni stabilité, ni unité nationale. Et cela, ça dure depuis longtemps. La décolonisation n'a absolument rien apporté au peuple nouvellement indépendant. Pourquoi? Parce que le colonialisme, avant son départ, il prépare toujours une équipe à lui qui va mettre en place pour défendre ses intérêts. C'est des gouvernements renégats. Oui. Ces gouvernements renégats sont chargés de former des cadres ingrats. Oui. Effectivement, tous les gouvernements installés après le départ du colonialisme, c'est des gouvernements renégats, qui n'ont rien de nationaliste. Oui. Ils sont des mercenaires téléguidés et ils sont chargés de former des cadres ingrats. Oui, des cadres ingrats. Ces cadres ingrats sont formés où? Sont formés par qui? À l'université, bien sûr. Tous les gens qui nous gouvernent, qui gouvernent le monde entier, sont des universitaires. Donc,
tous les responsables de ces guerres, tous les responsables de ces crimes, tous les responsables de ces réseaux de mafia, de complot, de coup d'État, des massacres, des détournements, de l'injustice, de l'insécurité sont des universitaires. Oui, des universitaires. Ces universitaires sont en réalité la carême du peuple. C'est une force normalement qui devait être guidée par la science et non par la politique. L'université, c'est des bastions scientifiques de la science. C'est avec ces universitaires que tous les gouvernements du monde arrivent facilement à tromper les peuples, à détourner l'esprit de la jeunesse, à faire de la jeunesse une jeunesse disons, pour ne pas employer des gros mots, une jeunesse délinquante, intellectuelle, oui, une jeunesse intellectuelle délinquante. La délinquance des intellectuels est beaucoup plus grave et beaucoup plus endommageante et beaucoup plus aiguë, oui, que la délinquance juvénile. Lorsqu'on arrive à faire comprendre que le communisme, par exemple, est un régime c'est un système de gestion avec lequel on peut gouverner. La même chose pour le socialisme et la même chose pour le capitalisme. Alors que tout le monde sait, c'est combien a coûté, oui, le régime communiste, la révolution bolchevique contre le tsar. Combien de jeunes intellectuels, de cadres, oui, arrêtés, torturés, assassinés, taxés de réactionnaires, taxés de tout. Alors il fallait attendre 70 ans pour voir que c'était de l'enfantillage. La même chose pour le socialisme. Et la même chose pour le capitalisme actuellement qu'on voit un peu partout. Oui.
le capitalisme tel qu'il est appliqué, tel qu'il est connu, tel qu'il a été expliqué, est un régime de classe au détriment des peuples. Oui, au détriment des peuples. Oui. On planifie, on crée, oui, vraiment avec une planification minutieuse, le chômage. On planifie la misère. Parce que les peuples, et y compris la jeunesse estudiantine malheureusement, pensent que la planification elle est faite pour planifier les richesses, le développement. Oui, on planifie le développement, les richesses, avec la planification, avec la création du chômage. Chômage, oui. Oui, on planifie la misère. C'est le seul moyen pour que les patrons puissent avoir une force. C'est le seul moyen que les gouvernements puissent avoir une autorité. Oui. La force des patrons et la force des gens du pouvoir se mesurent par la stratégie, une stratégie d'une richesse de classe, d'un pouvoir de classe contre les masses. Oui. Les gouvernements font tout, les patrons font tout pour avoir une masse, je dis bien une masse de chômeurs, une masse de misérables. Pour que ces messieurs puissent régner tranquillement. Oui. C'est pour cela, donc, le demande d'emploi dépasse de beaucoup l'offre d'emploi. Les denrées et les marchés, tout ce qui est nécessaire pour une vie, pour une famille, il y a plus de demandes que d'offres. Donc, le prix augmente. Tout ça, c'est ce qui a permis une richesse rapide, un gain facile et un pouvoir solide pour les patrons et les gens et les gouvernements. Les crises économiques, les crises financières sont planifiées, préparées pour essayer d'avoir plus de chômeurs et pour augmenter la classe des pauvres. Mais notre jeunesse est estudiantine devrait normalement se rendre compte de tout ça. Mais puisqu'il y a une main forte, une main mise sur toutes les universités du monde pour
stopper les cervelles, pour stopper la cervelle de la jeunesse estudiantine et enseigner toutes les matières à l'université sauf la morale. Puisqu'il n'y a pas de morale, il ne peut pas y avoir de conscience. Et cette conscience, on a réduit la conscience humaine à la conscience professionnelle. On ne parle de la conscience que la conscience professionnelle. C'est-à-dire, il faut bien produire, mieux produire, pour que le patron puisse en tirer un profit. Mais en dehors de la fabrication, en dehors de la machine, on a détruit ou on stoppe la conscience. La conscience n'existe pas. C'est-à-dire la conscience, on fait la conscience pour l'intérêt du patron, pour l'intérêt du gouvernement, mais pas pour l'intérêt des relations humaines, familiales, de bon voisinage, de relations publiques, nationales et internationales, et des relations humaines, familiales, et chercher des solutions à toutes les crises. Non. Cette conscience est bannie, ainsi que la morale, bien sûr, par les régimes des gouvernements en place dans le monde. Il est vrai que toutes ces crises et les malades, les pays pauvres encaissent beaucoup plus, sont beaucoup plus endommagés que les autres. Mais c'est pas pour autant que les autres pays riches, leur population aussi n'est pas au niveau de ce qu'il faut, par rapport à leur richesse. Ils ne sont pas heureux par rapport à leur richesse. C'est une vie de riches, des riches, mais les autres, c'est une véritable lutte quotidienne. Et ça corrige difficilement pour rejoindre les deux. Mais c'est cette jeunesse estudiantine, des séries de promotions qui sortent depuis un siècle et quelques, c'est des promotions parfaitement préparées, sur mesure, sur mesure par la politique des gouvernements en place. Sur mesure. Lorsqu'on fait admettre à tout un peuple, bien sûr, et en commençant par les étudiants, par la jeunesse estudiantine, que les gouvernements sont dépassés, ils n'arrivent plus à assurer la sécurité des biens et des personnes, n'arrivent plus à assurer du travail pour tout le monde, ils n'arrivent plus à soigner tout le monde, ils n'arrivent plus à scolariser tout le monde, ils n'arrivent plus à unifier le peuple. Croyons, en faisant croire que les gouvernements font tout, mais ils n'arrivent pas parce que par manque de moyens, par manque des choses comme ça, vraiment des alibis qui ne tiennent pas debout. Alors qu'en réalité, il est vraiment faux de croire et d'admettre qu'un groupe de 5 personnes
de n'importe quel réseau peut résister une semaine sans la complicité des autorités, d'abord locales et nationales selon l'importance du réseau. Mais c'est toujours par la complicité des autorités qu'on arrive à créer toutes sortes de réseaux, toutes sortes de banditisme, de mafia, de drogue, des faussaires, de toutes sortes de machins. Des criminels, des voleurs, des violeurs, d'escrocs, de toutes sortes de machins. C'est toujours avec la couverture des autorités locales qu'un groupe peut résister une semaine. Alors là, ce qu'on voit, il y a toutes sortes de réseaux, toutes sortes de mafias, toutes sortes de banditisme, toutes sortes de fléaux, toutes sortes de maux sociaux, tout ça se multiplie partout. L'insécurité totale, soit pour les biens, soit pour les personnes. Et le peuple karouak, le gouvernement est dépassé. Voilà l'erreur. Voilà où nos jeunes intellectuels, nos universitaires sont arrivés à avoir des idées idiotes. Je dis bien idiotes. Ce n'est pas par méchanceté ou bien de l'impolitesse de ma part, mais il faut dire les choses à leur nom. Oui, ce serait vraiment idiot de croire à l'incompétence du pouvoir. D'abord, parce que tous les responsables, du bas jusqu'en haut, sont des universitaires. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont incompétents. D'abord, les moyens pour mettre la sécurité, on n'a pas besoin d'avoir des MiG-21. On n'a pas besoin d'avoir des bateaux de guerre. On n'a pas besoin d'avoir des chars pour assurer la sécurité du quartier, pour assurer la sécurité de la ville, pour assurer la sécurité des personnes, pour assurer la sécurité des familles, pour assurer la sécurité des établissements. Hein? Donc, ça n'exige pas. Ça n'exige pas tous ces moyens-là. Ça demande seulement un minimum de volonté et un minimum de moralité. Et un minimum de conscience. Et cela se fait avec le nationalisme. Donc, l'esprit de nationalisme. C'est le manque de cet esprit de nationalisme. Oui. Qui a fait perdre la moralité, qui a fait perdre la conscience et qui a fait perdre tous les repères, qui a fait perdre tout esprit d'analyse. Un étudiant, un professeur, docteur ou autre, il ne faut pas d'analyse. Il ne faut pas d'analyse. Donc,
ce, ce qui se passe actuellement dans le monde, tout ce qui nous gouverne, de petit cadre jusqu'au président de la République, sont des universitaires. Oui. Donc à ce moment-là, si les universités forment ce genre de type, ce genre de type irresponsable, immoral, inconscient, mercenaire, corruptible. Oui. Qu'on voit dans tous les secteurs, dans tous les ministères. S'il y a de l'injustice, oui, tout le monde sait qu'il y a de l'injustice. Oui. Tout le monde sait que tous ces réseaux des crimes impunis. Les juges, les présidents des tribunaux, les procureurs sont des universitaires. Les avocats sont des universitaires. Les avocats qui conseillent à leurs clients de mentir pour échapper à une condamnation quelconque. C'est un universitaire. Des imams à la mosquée qui disent n'importe quoi. Oui. Ils disent n'importe quoi, ils portent atteinte même au prophète, même à la religion, même des pasteurs qui disent n'importe quoi à l'église, des rabbins qui disent n'importe quoi à la synagogue. Ah oui. Oui. Si les établissements pareils, la mosquée, l'église, la synagogue, et non seulement ne fait rien pour remoraliser l'humanité, ils sont les premiers complices, oui, à créer des divisions, des divergences, des conflits, de la haine entre les communautés respectives. Oui, entre les communautés respectives. Lorsque, au niveau de chaque université, on voit l'absence totale de la morale, l'absence totale de la conscience, bien sûr. Lorsqu'on enseigne, par exemple, on enseigne vraiment certaines idéologies, oui, enfin plutôt toutes les idéologies, sans toutefois essayer de donner un bilan de toutes ces idéologies. Oui. Une idéologie, une idée qui est devenue une idéologie d'une personne qui se développe en groupe, du groupe à un parti, et apparaît que personne n'a le droit de penser, de penser
ni de réfléchir, parce qu'un certain homme, leader d'un parti quelconque, a réfléchi pour nous, a pensé pour nous, parce qu'un certain Lénine, un certain Marx, un certain Staline a pensé pour nous. Donc, aucun n'a le droit de penser. Et on appelle ça les progressistes. Comment? Il y a le progressisme qui se fait en stoppant les esprits des générations, de 3, 4, 5 générations. Ils n'ont pas le droit de réfléchir, ils n'ont pas le droit d'analyser, ils n'ont pas le droit de penser, parce qu'un certain homme, qui s'appelle Lénine, ou Marx, ou Staline, a pensé pour eux, pour nous tous. Et la même chose sur d'autres systèmes. Oui. Ce n'est pas. C'est ce qui se passe dans toutes les religions aussi. Ils prennent un compagnon quelconque du prophète, de l'un des prophètes. Et bien, pour eux, d'abord, la religion de Dieu est unique, une seule religion. Ces messieurs, ils l'ont partagé en 3 religions de prophètes. La religion de Dieu. Donc, Dieu, la religion appartient à Dieu. Elle n'appartient au prophète. Elle n'appartient pas au prophète. Les prophètes, ce sont des croyants comme nous. Ce sont des messagers, c'est tout. Eh bien, ces messieurs ont partagé la religion de Dieu en 3 religions de prophètes. Le prophète de Moïse, prophète de la religion de Moïse, la religion de Jésus, la religion de Mohammed. Que le salut de Dieu soit sur l'ensemble des prophètes. Ah oui. Et tout ça, les étudiants de toutes les universités, aucun n'a essayé, aucun professeur, les étudiants aussi, les professeurs n'en parlons pas parce que les professeurs, ce sont des mercenaires recrutés par le gouvernement pour préparer toute une série de promotions qui seront ensuite utilisées pour le gouvernement, sur mesure. Ben, les étudiants, aucun n'a essayé de demander un bilan. Oui. Alors, normalement, la moindre des choses, un intellectuel, un instruit, un homme adulte, qui a ses capacités d'adulte, doit réfléchir, doit analyser, doit étudier et doit demander des bilans. Oui. Mais cela, toutes les universités du monde sont programmées sur mesure par leur gouvernement. J'ai dit que je n'ai pas voulu rentrer dans des détails parce que cette lettre est très longue. Je vais essayer d'être bref. Parce qu'en réalité, je m'adresse surtout à la jeunesse estudiantine, doivent vraiment à l'aide de cette introduction, ce n'est qu'une introduction tout ça. Ce n'est qu'une introduction.
cette politique, de tout ce qui se passe dans le monde jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui. On dit que, c'est vrai, tout le monde condamne l'impérialisme, y compris les Américains. L'impérialisme américano-russe, le colonialisme et tout ça. Condamne l'impérialisme, le colonialisme, le nazisme, le sionisme, tout le monde est condamné pour ça. Mais personne ne condamne l'arabisme. Personne ne condamne l'arabisme. Je vais en arriver là, après avoir parlé d'abord, lorsqu'on parle de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Parce que l'université, pour qu'elle puisse, un étudiant, pour qu'il puisse reprendre et puis se libérer de la tyrannie des professeurs, se libérer de la mainmise de l'impérialisme, du colonialisme et tout ça, se libérer de la politique des gouvernements renégats, il doit se poser des questions. Il doit se poser des questions. Il doit d'abord revoir les expressions. Les expressions. Il doit d'abord revoir les expressions. Oui, il faut mettre chaque expression dans sa cage d'origine, dans sa signification, son sens d'origine. Parce que c'est le sens figuré qui a réussi à défigurer le sens propre. Oui. Les tromperies, oui. Les détournements de l'esprit à pénétrer par le sens figuré. Par le sens figuré. Par exemple, lorsqu'on enseigne, on écrit et on entend le mot race au pluriel, et on l'accepte. Pour tout le monde, maintenant comme ça, c'est rien. Comment c'est rien? Lorsqu'on enseigne le mot, on l'écrit, on l'entend, on le met race au pluriel, ça agit sur la pensée qu'il y a d'autres races, plusieurs races. Alors qu'en réalité, il n'y a qu'une seule race humaine. Donc on ne doit pas l'écrire au pluriel. On ne doit pas accepter de l'entendre au pluriel. On doit tout de suite corriger l'interlocuteur, le professeur, l'ami, le voisin, le père, qui parle de race au pluriel. Et ce mot-là, il a été introduit par qui? Par la cellule diabolique, oui, de la force occulte qui gouverne le monde, c'est-à-dire l'impérialisme colonial. Mais en faisant penser à tout le monde qu'il y a plusieurs races, donc ce qui a permis à n'importe quel ingénieur, docteur et tout ça, de fabriquer des armes nucléaires pour détruire qui, en réalité, détruire ses frères, parce que tous les êtres humains sont des frères. Nous sommes tous descendants d'Ève et d'Adam. Donc, personne n'aurait accepté de fabriquer les armes. Mais à partir du moment où on nous a inculqué que
que notre race est au pluriel, donc chaque nation se prend pour une race, donc le lien, le sentiment fraternel de l'humanité est disparu. Oui, on a vidé les êtres humains, surtout les intellectuels, des sentiments de la fraternité humaine. On l'a vidé. Oui, on l'a vidé. L'être humain. Et cette politique-là, qui a permis de vider les êtres humains, surtout les intellectuels, des sentiments fraternels humains, ça a commencé par qui? Ça a commencé, la cellule des forces de culte, ce sont les trois religions, les hommes de trois religions, qui se prennent pour des ulama, pour des savants, qui ont vraiment nourri cette politique de plusieurs races. À partir du moment où déjà la religion unique est partagée en trois religions de prophètes. Alors, puisqu'il est alors le côté politique, l'impérialisme, le colonialisme, c'est avec cette politique de la pensée de races multiples qu'il a réussi à entamer des guerres. Alors, parce qu'à fur et à mesure de répéter un mot, on finit par l'admettre. À fur et à mesure de répéter un mensonge, on arrive à l'admettre. On arrive à le défendre. On arrive à mourir pour ce mensonge. C'est ce qui s'est passé. Oui. Donc, cette politique-là, lorsqu'on écrit la race au pluriel, c'est un mot sur lequel repose la politique du colonialisme et de l'impérialisme. C'est cette politique vraiment qui a été nourrie par les trois confessions, parce que je ne dis pas religion, il n'y a qu'une seule religion, ce ne sont que des confessions qu'on doit mettre dans le même sac. Ils sont responsables de tous les maux, les fléaux, les massacres, les guerres, la haine entre l'humain. Les trois sont responsables. Mais ce qui devait corriger, arrêter ce complot ourdi par ces trois forces diaboliques qui ont partagé la religion de Dieu entre la religion des prophètes, alors qu'en réalité, les judaïstes n'ont rien à voir avec Moïse, les chrétiens n'ont rien à voir avec Jésus, les musulmans n'ont rien à voir avec Mohammed. Rien ça se fait. Oui. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui portent atteinte directement aux prophètes respectifs. Les musulmans portent gravement atteinte à la prophétie de Mohammed. Les chrétiens aussi portent gravement atteinte à la prophétie
de Jésus, les rabbins aussi, particulièrement atteints à l'officier de Moïse. Oui, ils deviennent comme des supporters. Ah bien, le groupe supporte Moïse, l'autre supporte Jésus, l'autre supporte Mohammed. Alors on a oublié, on a mis Dieu, on a mis vraiment monsieur en secondaire. On l'a mis en retraite. Oui, pour ces gens-là, Dieu ne gouverne pas, il n'est plus maître de cette planète. Dieu, il serait pour eux, peut-être, maître seulement de la vie d'au-delà. Mais actuellement, il est seulement gardien du paradis et de l'enfer. Mais ce monde-là, ce sont ces messieurs-là qui gouvernent. Qui nous gouvernent. Les trois ne se réfèrent jamais pour aucune décision à Dieu. Oui. Alors, mais il y a une institution qui est responsable de tout ça aussi. Cette institution, comme par exemple cette loi confession, s'ils étaient vraiment au service de Dieu, ils ont réussi à unifier la pensée, la foi, vers l'unicité de Dieu. Oui. Et non vers l'unicité de Mohammed ou l'unicité de Jésus ou l'unicité de Moïse. Ce ne sont que des messagers. Ils ont transmis ce qu'ils ont à transmettre, c'est tout. Mais notre maître absolu, c'est Dieu. Ce n'est ni Mohammed, ni Moïse, ni Jésus. Ce sont des prophètes messagers qui méritent respect. Oui, qu'on salue à chaque fois qu'on parle d'eux, d'accord. Mais la référence, on doit se référer uniquement à Dieu. L'autorité, cette loi, par exemple, prophètes messagers, ne sont que des fidèles comme nous. Ils peuvent servir de modèle dans certaines actions et tout ça, dans le cadre de l'unification. Si les trois prophètes, on doit les prendre comme exemple dans l'unification de la pensée. Dès qu'il y a quelque chose qui peut différencier une communauté des autres, on ne doit pas le prendre comme référence. On ne doit pas le prendre comme référence. Mais l'institution ou bien l'instance qui pourrait mettre de l'ordre et dévoiler les mauvaises intentions de cette loi patron ou bien de cette loi homme de culte, entre guillemets, c'est l'UNESCO. L'UNESCO pourrait mettre de l'ordre de tout ça. Il suffit que l'UNESCO désigne une commission purement scientifique, impartiale, purement scientifique. Oui. Pour étudier la Bible, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Tout ce qui est confirmé par la science, qu'il soit dans la Bible, dans les psaumes, dans l'Évangile, dans le Coran, sera reconnu mondialement par tout le monde, puisque c'est la science qui le démontre. Personne n'est un athée ou un idolâtre, non, personne ne peut être contre la science. Alors la science, tout ce qui est vrai, tout ce qui est confirmé par la science,
doit être admis par l'ensemble de l'humanité. Il est vrai que la science n'a pas encore... elle se développe chaque jour, chaque année, tout ça. Mais le reste qui n'est pas encore confirmé par la science, soit dans le Coran, soit dans l'Évangile, soit dans les psaumes, soit dans la Bible, on le met de côté. On le met de côté. Donc, lorsque, avec ça, et il n'y aura pas de monopole des gens sur le Coran, il n'y aura pas de monopole sur l'Évangile, il n'y aura pas de monopole sur les psaumes ou sur la Bible. Elle sera étudiée scientifiquement par une commission spécialisée dans ce domaine. Alors, on ne doit pas écouter ce que dit l'imam à la mosquée sur les gens de l'église ou sur les gens de la synagogue, et vice-versa. Je ne peux pas accepter ce que dit l'imam sur les chrétiens ou bien sur les judaïstes. Et vice-versa, je n'accepterai jamais ce que disent les judaïstes sur les chrétiens et sur l'islam. Et je n'accepterai pas ce que disent les chrétiens sur les judaïstes et sur l'islam. Il y a là une commission dûment choisie, scientifiquement choisie, et c'est à cette commission de dire tel verset est bon, tel verset n'est pas encore, et tout ça. Et ben, pour un croyant, moi, à partir du moment je crois que, par exemple, le carême a été démontré par la science. Donc, je ne vais pas attendre à ce que la science elle éprouve la prière. Je vais prier. Mais pour quelqu'un qui suit seulement la science, il est libre d'attendre à ce que la science prouve que la prière est quelque chose de bien. Ben c'est son droit. C'est son droit. Alors donc, il n'y aura pas de divergence, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de haine entre les fidèles. L'unicité est autour de Dieu et non autour d'un prophète. Dieu demande l'unité, l'unicité, à respecter l'unicité de Dieu et non l'unicité autour d'un prophète. Mais alors, c'est l'UNESCO qui devait trancher sur ça. La même chose pour le reste, pour l'université. L'UNESCO doit coiffer les universités du monde. Elle doit surveiller rigoureusement ce qui s'enseigne à l'université. D'abord sur le plan historique, il faudrait que chaque nation doit enseigner sa culture, ses coutumes, ses traditions, son histoire intégrale et fidèlement avec une diversité totale. Elle va dénoncer et punir, même sanctionner, oui, toutes les universités qui ont falsifié l'histoire d'un pays ou d'une communauté ou d'une tribu. Ou bien l'université qui a renié une telle langue ou telle coutume, telle tradition. Parce que toutes les langues du monde, toutes les coutumes, toutes les traditions de chaque nation est un patrimoine mondial. Est un patrimoine mondial. Donc l'UNESCO, elle doit défendre le patrimoine mondial en les conservant avec leur identité, avec l'identité authentique. L'UNESCO
Elle ne doit pas seulement, comme elle le fait actuellement, gardienne des rochers, gardienne des tombeaux. Elle doit faire ressusciter toutes les langues mortes, toutes les coutumes, toutes les traditions de chaque nation, de toutes les nations du monde. Elle doit s'en occuper des langues encore, des langues mortes, des cultures presque disparues. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'elle fait. J'ai dit tout à l'heure que tout le monde condamne l'impérialisme, le colonialisme, le sionisme, le nazisme. Oui, tout le monde. Mais personne ne condamne l'arabisme. Et pourtant, dans l'ouvrage que j'ai intitulé La précarité, j'ai dit les 5 mots qui ravagent l'humanité, c'est l'impérialisme, le colonialisme, le nazisme, le sionisme et surtout l'arabisme. Oui. L'arabisme a endommagé gravement la morale humaine. Oui. Non seulement les pays victimes, c'est-à-dire les 21 pays sur les 22 de la Ligue dite arabe, mais aussi le continent, on parle du continent asiatique et le continent africain. Oui, ça touche gravement à l'unité du continent africain, des peuples d'Afrique, et ça touche aussi gravement à l'unité des pays de l'Asie occidentale, c'est ce qu'on appelle Moyen-Orient. On appelle Moyen-Orient. Mais l'UNESCO devait vérifier l'enseignement de l'histoire. Et pourquoi personne ne condamne l'arabisme? Et pourtant, on doit voir historiquement comment. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas pensé à créer l'ONU. On a tout de suite pensé, on a vraiment très vite, très vite, au lendemain de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qu'on appelle mondiale alors qu'elle n'est pas mondiale. Les deux guerres sont des guerres européennes, mais pour ces messieurs, l'Europe c'est le monde. Alors donc, on les appelle la guerre mondiale. Les deux, la première et la deuxième, ce sont des guerres purement occidentales, de l'Occident. Mais comme ça, on a fait admettre ça à tout le monde l'écrit comme ça, tout le monde le dit comme ça. Ils acceptent comme ça, ils acceptent tous les mots, tous les faux, tout ce qui est fou, tout ce qui est vraiment porte atteinte à la vérité, porte atteinte à toute les véracités vraiment humaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé créer directement avant la création de l'ONU, la Ligue arabe. Oui, directement. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle mondiale, Deuxième Guerre européenne, 14-18. Il y a un mouvement révolutionnaire réclamant l'indépendance créé par les peuples de l'Afrique du Nord, appelé l'étoile nord-africaine. Oui. L'étoile nord-africaine est composée de 22 personnes. Ils n'avaient même pas de bureau. La plupart du temps, ils n'avaient même pas de stylo pour écrire. Mais ça a fait trembler la France, oui. Ça a fait trembler la France.
et même l'Angleterre. Oui, et même l'Angleterre. Comment, comment je sais que quelqu'un qui va m'entendre dire que 22 pays, 22 membres, c'est des ouvriers en France, en plein Paris, ils n'ont même pas de stylo pour écrire, ils ont fait peur à la France et même à l'Angleterre. Oui. C'est le titre, l'étoile nord-africaine. C'est le titre qui a fait trembler la France. Parce que la France, son but, avant l'occupation de l'Algérie en 1830, c'est-à-dire en 1825, et le gouvernement français, au cours d'une réunion extraordinaire, a préconisé la création d'un royaume arabe à Alger. Un royaume arabe. Et pourtant, tout le monde sait, tous les Européens savent, tout le monde sait que nous ne sommes pas des Arabes. L'Algérie n'est pas arabe, la Tunisie n'est pas arabe, le Maroc n'est pas arabe, la Mauritanie n'est pas arabe, la Tunisie n'est pas arabe, la Libye n'est pas arabe, le Soudan n'est pas arabe, l'Égypte n'est pas arabe. Oui. Mais la France voulait faire un royaume arabe. Alors, et là, en 1830, dès l'occupation, d'ailleurs, l'administration française, on n'appelle pas l'administration française, ils l'appellent les bureaux arabes. Elle a vite attaqué l'arabisation. Oui, après la défaite du chef Haddad de l'insurrection de 1871, le général Bugeaud a décrété une loi, une ordonnance demandant, il disait dans cette ordonnance, accélérons l'arabisation dans les régions encore berbérophones. Encore berbérophones. C'est-à-dire, on a inculqué aux gens, tout ce qui parle l'arabe est un arabe. Alors, pour lui, donc, ce sont des régions qui encore berbérophones et qui sont toujours des résistants. Oui. Et ils ont accéléré l'arabisation. Ils ont fait tout pour l'arabiser. D'ailleurs, l'arabisation en Algérie est faite par la France. L'enseignement de la langue arabe en Algérie est fait par la France. Il est vrai que sur le plan des awiyat et l'enseignement coranique, d'accord. L'Algérie était le pays le plus, comment dirais-je, l'Algérie était la plus lettrée et la plus munie et la plus riche sur le nombre des awiyat et sur le nombre des ulama. Mais toujours dans le cadre de l'enseignement coranique et la jurisprudence musulmane. Et nos ancêtres ont pris l'islam, le Coran, avec son emballage. La langue arabe, c'est l'emballage. Ils n'ont pas jeté l'emballage, ils ont pris le Coran avec sa langue, pour le mieux comprendre, pour le mieux. Ben, ils ont tout fait pour développer la langue arabe. Mais